Dominique Jung, journaliste. J'ai fait mes études à Strasbourg, d'abord au lycée Fustel de Coulanges. Et là, j'ai eu l'idée d'être journaliste déjà très tôt. Je pense que j'étais en seconde. Après ça, j'ai fait l'école de journalisme de Strasbourg, puisqu'il y en avait une à proximité. Et puis, j'ai fait une licence de lettres. Ensuite, j'ai travaillé un peu comme pigiste. Et puis, j'ai été embauché aux Dernières Nouvelles d'Alsace, où je suis resté 42 ans, dont les 15 dernières années en tant que rédacteur en chef. J'ai aussi été le rédacteur en chef de la revue Saison d'Alsace, une revue trimestrielle, histoire, culture, patrimoine. Et puis j'ai donné aussi pendant une vingtaine d'années des cours en tant qu'intervenant à l'école de journalisme de Strasbourg. Je pense que quelles que soient les couches administratives qui sont empilées, l'Alsace a encore une définition compréhensible de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce double point de vue. Quand on parle aux Alsaciens, évidemment, il y a un sentiment d'appartenance, mais quand on se promène un peu partout, au moins en Europe en tout cas, les gens arrivent à identifier l'Alsace. J'en donnerai une définition d'abord géographique et qui devient psychologique par extension. Je pense que c'est la jonction entre l'ère germanique et l'ère latine. Pas simplement entre la France et l'Allemagne, mais je vois ça beaucoup plus large en tant que point de contact entre deux influences culturelles qui sont différentes, mais complémentaires et non pas antagonistes comme on l'a cru pendant des siècles. Et je pense que c'est tout le défi d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on soit dans la complémentarité et non pas dans l'opposition avec le bien d'un côté et le mal de l'autre, comme on l'a vu quand il y a eu des nationalismes exacerbés. C'est pour ça que je pense que on dit que c'est capitale de l'Europe pour Strasbourg. C'est vrai, mais ça devrait être davantage palpable dans la vie quotidienne. Pour ce qui est de la grande région, je pense qu'effectivement, l'un des problèmes, c'est le fait que le Grand Est tire l'Alsace vers l'Ouest, alors que le principe constitutif de l'Alsace est d'être une région frontalière et, je dirais mieux, transfrontalière. Je pense que la constitution de la grande région a été faite de manière très, très hâtive et les derniers découpages ont été faits sur un coin de table. Et je pense que c'est certainement pas la meilleure initiative qu'ait prise François Hollande. Et là, j'emploie évidemment un euphémisme. Moi, j'ai toujours dit qu'au moment où on réfléchissait à tout ça, s'il y avait eu la première hypothèse, à savoir l'Alsace-Lorraine, je pense que ça aurait fonctionné. S'il avait fallu faire une région avec 3 anciennes régions, une grande région avec 3 anciennes régions, il ne fallait pas la mettre sur un axe horizontal, mais sur un axe vertical, avec la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Et là, on avait une identité qui était beaucoup plus intéressante, avec des côtés transfrontaliers partout, du nord au sud, avec une proximité avec la langue allemande au sud, avec les cantons de Bâle, au nord avec la Lorraine, et le Palatinat, la Sarre et le Bade-Wurtemberg pour ce qui est de l'Alsace. Et on avait en plus une problématique, on va dire, de moyenne montagne, avec les Vosges et le Jura qui pouvaient fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi cet axe vertical n'a pas été davantage creusé. Et une langue est décisive quand on réfléchit à l'échelle d'une nation.
Maintenant, je pense qu'au point où on en est aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Même si l'alsacien reste encore parlé beaucoup plus que dans d'autres régions, par exemple l'Occitanie, qui est aussi à peu près géographiquement repérée, mais le nombre de gens qui parlent l'occitan est infinitésimal. Même par rapport à la Bretagne, qui est elle aussi une région très très identifiée, les gens qui parlent le breton sont en moindre proportion qu'en Alsace. Donc au-dessus, en termes de pratiques linguistiques, il y a évidemment l'exemple corse. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont sincèrement attachés à l'Alsace, qui peuvent se dire alsaciens et sans le parler. Mais il ne faut pas, évidemment, il ne faut pas avoir d'allergie. Je pense qu'il y a des gens qui disent mais l'Alsace est une terre française et donc ils en sont à négliger les atouts du bilinguisme. Je pense que le problème linguistique a complètement bougé dans le dernier demi-siècle. Moi, j'ai toujours été frappé en tant que rédacteur en chef des DNA quand j'avais à embaucher des journalistes. J'attachais une importance à la pratique de l'allemand parce que je pense que c'est important qu'on ait dans la rédaction des DNA des gens qui maîtrisent de manière professionnelle l'allemand. Donc vous voyez bien, là je parle de l'allemand et je ne parle plus du dialecte en tant que tel. Il me semble que l'Alsace doit être pensée dans son contexte européen et la notion de bilinguisme, elle est plus simplement dialecte et français, mais il faut la penser au moins en termes triples, alsacien, allemand et français, et pour bien faire quadruple en y ajoutant l'anglais. Moi, je suis très frappé justement, quand on regarde ces histoires de l'Alsace, région ouverte sur le monde, c'est très bien et elle doit l'être. Mais je trouve que c'est parfois souvent un poncif. Parce que quand on veut justement chercher en Alsace des gens qui soient capables de travailler de part et d'autre du Rhin, et en même temps d'avoir une conversation internationale, donc en anglais, on s'aperçoit que ce nombre est encore très faible. Et là, je pense qu'il y a un double problème. Il y a un problème dans les familles de transmission qui ne s'est pas fait, avec des parents bilingues qui n'ont pas transmis à leur génération. Et puis, il y a aussi, je pense, le système de l'éducation nationale qui est extrêmement, ou qui a été en tout cas, peut-être maintenant ça a changé, mais qui a été extrêmement sensible à la correction grammaticale, à la syntaxe. Et le but des langues dans les collèges et dans les lycées n'est pas de faire des agrégés d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, mais des gens qui soient capables de s'exprimer, d'avoir une conversation avec des gens qui viennent d'une autre ère culturelle. Donc, quand vous faites des CV pour rechercher un bon bilingue français-allemand, vous avez des CV qui arrivent de Brest, de Lille ou de Bayonne, et pas uniquement de Strasbourg, de Schweighouse et de Schwindratzheim. Quand moi je faisais mes papiers, je les écrivais en français et ils partaient dans une équipe de traducteurs qui était intégrée directement à la rédaction des DNA. Alors que maintenant, c'est un cahier autonome, un peu magazine, mais qui n'est plus du tout une duplication des papiers français. Mais quand on cherche des journalistes pour ce Rheinblick, ou quand on cherchait des traducteurs pour l'édition bilingue des DNA, la fameuse édition avec le titre bleu, très vite,
justement par manque d'Alsaciens vraiment bilingues. On a souvent pris des Allemands qui parlaient bien le français, mais qui écrivaient dans leur langue natale, ce qui était un gage de qualité syntaxique de ces pages. Si on remonte à 60 ans en arrière, on avait des gens qui étaient intuitivement, naturellement, familialement bilingues. Il y a eu une rupture. Donc, c'est très bien d'accuser le jacobinisme, Paris, de tous les péchés linguistiques qui affectent l'Alsace. Mais c'était à ce niveau-là que la continuité aurait dû se faire. Le fait qu'il y ait des Turcs qui parlent turc et des Algériens qui parlent arabe, c'est dans la logique des choses. Mais ce sont des familles qui ont appris à parler le français en plus du turc et en plus de l'arabe. En Alsace, il y a eu clairement une rupture. Donc, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir en termes conceptuels quand on analyse le statut de l'Alsacien. Qu'est-ce qui fait que quand on a un papa alsacien et une maman de Lille ou de Plougastel-Daoulas, c'est le français qui s'impose de façon hégémonique et qui fait complètement disparaître l'alsacien. Mais prenons l'exemple d'un couple franco-allemand. Un couple franco-allemand, moi j'en connais beaucoup, ils ont tous fait l'effort d'apprendre l'allemand et le français simultanément à leurs enfants. Alors que les couples franco-alsaciens n'ont pas trouvé indispensable d'apprendre l'alsacien. Ou en tout cas dans des proportions moindres. Je pense que c'est ça le nœud du problème. L'interdiction de l'alsacien à l'école, bon, on voit bien le côté négatif que ça a joué, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'anachronisme. Et au départ, c'était aussi pour faire en sorte que, en tout cas du point de vue des instituteurs, qu'il y ait un bon niveau de français. Moi, j'ai toujours été frappé de voir une certaine génération de gens qui étaient nés juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient fait peu d'études et qui parlaient bien l'alsacien, mais mal le français et mal l'allemand. Et donc leur capacité professionnelle, supposant un bilinguisme professionnel avec l'allemand et pas uniquement avec l'alsacien, leur bilinguisme était insuffisant. Donc je pense que le problème des instituteurs dans les années 50, c'était de faire en sorte que la maîtrise du français soit forte. Moi, j'ai toujours été frappé de voir des gens nés en alsacien, si je puis dire, et qui ont appris le français à 6 ans et qui maîtrisaient très très bien le français, l'allemand et l'alsacien. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Et l'un des problèmes de l'alsacien, j'entends un alsacien et une alsacienne, sur le marché du travail, c'est que quand on demande d'écrire en français de manière professionnelle ou d'écrire en allemand de manière professionnelle, ça ne suivait pas forcément, justement, pour cette génération. Alors aujourd'hui, on a fait des efforts et des progrès. Et moi, je suis très content de voir qu'à l'université, il y a des filières bilingues, voire trilingues. Les écoles d'ingénieurs en biotechnologie, les magistères franco-allemands. C'est parfait, mais je trouve que c'est encore mieux
d'avoir étendu ça au niveau des métiers professionnels et de l'apprentissage. On parle tout le temps de lutter contre le chômage. Je pense que dans notre région Alsace, le bilinguisme est une façon extrêmement efficace de lutter contre le chômage et c'est quelque chose qui après ouvre des portes de manière considérable. On peut parler de saison d'Alsace parce qu'effectivement c'est intéressant comme revue. Elle existe en Alsace depuis 1948 et je pense qu'on serait bien en peine de trouver l'équivalent dans d'autres régions françaises. Il y a bien sûr des revues d'histoire locale et qui sont souvent de bonne qualité, mais qui ont une diffusion moindre, qui sont plutôt pour des érudits, des passionnés, alors que l'intérêt de ce trimestriel Saison d'Alsace, c'est de toucher le grand public. Il y a des tirages entre 12 000, 15 000, 20 000 exemplaires pour certains numéros avec des sujets qui ont très bien attiré la curiosité des lecteurs. Alors moi, quand j'ai pris la rédaction en chef de Saison d'Alsace, j'ai réorienté, c'est-à-dire que je suis parti du principe qu'il fallait en faire un numéro thématique. Donc, on avait toujours des auteurs différents. Il y avait une large palette de gens qui interviennent, des historiens et des journalistes. Mais j'ai souhaité qu'il y ait un thème central. C'est-à-dire que on va dire grosso modo, pour une revue qui fait autour d'une centaine de pages, il y en a à peu près 80 qui déclinent un thème principal. Alors, c'est la période 1870-1914, c'est la culture juive en Alsace, c'est l'affaire Dreyfus vue par le prisme alsacien. Aujourd'hui, il y a un des derniers numéros, c'est la guerre froide vue en Alsace, ce qui donne à chaque numéro une unité. Je suis très frappé de voir qu'il y en a peu sur les marchés opus. Ça veut bien dire que les gens les gardent beaucoup. Il y a un vrai intérêt du lectorat, et encore une fois, à des plus de 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien. Les Alsatiques aujourd'hui, en termes de livres, c'est souvent des tirages de 1 500, 2 000 exemplaires, alors que là, on est dans des proportions nettement supérieures. Donc ça veut bien dire qu'il y a encore effectivement un intérêt de nombreuses familles pour ce qui leur permet soit de comprendre l'Alsace qu'ils connaissent par eux-mêmes, mais aussi, je pense qu'il y a une volonté de transmission, alors là, qui n'est plus forcément linguistique, mais qui est de compréhension de la problématique. Moi, quand je discute avec des lecteurs des Saisons d'Alsace, il y en a beaucoup qui me disent mais on l'a acheté parce que ça nous apprend des trucs, parce que c'est bien fait, mais je le donne à lire à mes petits-enfants. Donc là, il y a aussi une volonté de transmission historique, mais aussi psychologique de cette entité alsacienne avec des particularités, et que la connaissance de ces particularités permettra de se mouvoir de façon plus fluide et d'être plus à l'aise et plus en symbiose avec la région. Je pense que c'est important d'avoir une connaissance de son territoire. Et je pense que quelqu'un qui vient d'une autre région de France et qui est amené à faire une grande partie de sa vie professionnelle en Alsace a tout intérêt à avoir autre chose que des connaissances purement superficielles
de la guerre de 1870 ou du basculement de l'immédiate après-guerre, hein, et pas uniquement de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'étais très frappé, puisqu'on parle de saison d'Alsace, de voir la ruée qu'il y a eu sur le numéro 1870-1914. Alors que j'avais des discussions avec des collègues qui venaient d'autres régions de France, en me disant « Oh, c'est la guerre de 1870, est-ce que tu crois que ça vaut vraiment le coup de faire un numéro spécial ?» Je dis « Bien sûr, parce que c'est le point de départ, je pense, de tous les traumatismes qui existent encore aujourd'hui. » On n'entend plus le mot de Boche, par exemple, en Alsace, hein. Dans les années 60, on entendait encore, pour parler des Allemands, les Schleux, les Boches, ils nous envahissent le dimanche dans les Windstube et tout ça. C'était un discours assez bête, mais qu'on entendait souvent. Ça a disparu. On parlait, si on veut parler un peu de manière ironique des Allemands, on dit les teutons, hein, mais c'est un peu affectueux, quoi. Ça n'a plus ce côté haineux que pouvait avoir le terme de Boche ou de Schleux. Il y a un autre fait constitutif, c'est la prise en compte des richesses de la Neustadt, hein, ou ce qu'on appelle la Neustadt maintenant à Strasbourg. Il ne faut pas oublier que dans les années 60 et 70, on considérait souvent que le palais du Rhin, c'était une mocheté, et que s'il y avait un parking à la place du palais du Rhin, finalement, ça faciliterait peut-être la vie des Strasbourgeois. Les étudiants qui étaient au palais universitaire n'avaient pas conscience d'être dans un endroit magnifique. Et la notion de palais avait disparu. Bon, il faut dire que la verrière était devenue assez sale et assez sombre, et à l'intérieur, c'était un peu glauque. Mais quand il y a eu, dans les années, je crois, 80, la restauration de l'Ola, on s'est rendu compte que c'était un lieu absolument superbe, éblouissant, et qui méritait, un, d'être valorisé, deux, d'être connu, et troisièmement, d'être reconnu en tant que beauté architecturale. Donc notre regard sur le beau et le laid, le beau, c'est les maisons à colombage de la petite France, et le laid, c'est la pâtisserie des empereurs Wilhelm. Ça a complètement disparu, hein. Et maintenant, quand on pense à Strasbourg en tant que ville, je dirais avec plein de guillemets devant et derrière, franco-allemande, on pense non seulement à la petite France, mais on pense aussi à toutes les rues autour de l'allée de la Roberceau et de l'avenue des Vosges. Ça, c'est le regard esthétique qui a changé en même temps que le regard politique. Et c'est dû à la montée en puissance de l'Europe qui, je pense, est la seule façon pour l'Alsace de transcender les vieux conflits des siècles passés. Si on en était resté, heureusement, je pense encore une fois qu'on en est sorti aujourd'hui à l'antagonisme Paris-Berlin, on ferait fausse route. L'Europe est quelque chose qui vient en plus et qui permet de fédérer et qui éclaire simultanément les richesses de l'Alsace. Parler du quartier allemand, mais justement comme si on n'en était pas, comme si on ne le prenait pas forcément en son compte. Alors qu'il y avait énormément de Strasbourgeois, y compris dans les familles les plus aisées, qui étaient très contents d'habiter dans ces grands appartements avec des hauts plafonds et beaucoup de pièces et de mètres carrés. On a mis du temps à prendre conscience des côtés positifs de cette période, hein. Pour en rester simplement à Strasbourg, Strasbourg serait restée une ville très médiévale s'il n'y avait pas eu la grande percée entre la gare et la place Kléber autour de la rue du 22 novembre. Les architectes allemands
on fait... Alors, bien sûr, on peut en faire un parallèle avec ce qui s'est fait du côté du baron Haussmann à Paris. Effectivement, c'était une des tendances des urbanistes de l'époque. Mais ça a modifié considérablement la ville de Strasbourg et ça lui a donné une extension géographique extrêmement importante, justement du côté de la Neustadt d'aujourd'hui, qui était des friches ou des jardins ou des villas, mais qui n'étaient pas urbanisés comme le centre-ville. Et moi, je suis très frappé de voir des vieux Alsaciens qui habitent même au Comtat et qui disent « Ich gehe in die Stadt » pour dire qu'ils vont place Broglie, quoi, parce qu'ils entrent dans l'ellipse insulaire. Mais moi, je pense qu'effectivement, une des modernisations de l'Alsace, et puis on le voit avec tout ce qui est le droit local, le droit social et autres, l'Allemagne a apporté des choses intéressantes qui font partie aujourd'hui de l'identité alsacienne, mais aussi je dirais même pas simplement des richesses, mais des avantages. Hein. Le droit social a été formaté sur le droit allemand. Le régime de sécurité sociale en Alsace-Moselle, par exemple, ça marche très bien. Et le système bancaire. Enfin, je pense qu'on n'aurait aucune difficulté à montrer les apports de la période 1871, 1900, 1914. Et je pense que de s'insurger contre ces apports, c'est soit une mauvaise connaissance historique, soit un parti pris archaïque. Je pense que l'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a le mot Europe à la bouche toutes les 3 minutes et plutôt toutes les 30 secondes dans les discours officiels et les propos de fin de banquet. Maintenant, il faudra m'expliquer. J'ai pas compris, pourtant je suis journaliste depuis plus de 40 ans, ce que c'est que l'Eurométropole par rapport à l'ancienne communauté urbaine. On parlait tout à l'heure de la région Grand Est. Moi, je pense que l'un des grands progrès, ce serait de faire une région transfrontalière. Et que là, on aurait une vraie avancée et en même temps qui résoudrait le fameux problème du bilinguisme dont on ne cesse de parler à juste titre. Mais si on voulait vraiment faire une région transfrontalière et un eurodistrict de plein exercice dans la vie quotidienne des gens, on aurait quelque chose qui serait extrêmement favorable à cette notion d'Alsace telle qu'on la rêve, quoi. Là, pour le coup, on aurait au présent cette Alsace ouverte des deux côtés du Rhin, avec le Rhin comme lieu de passage et comme passerelle, et non plus comme frontière et comme barrière antagoniste. Donc là, encore une fois, si François Hollande avait été vraiment inventif, il me semble que le problème, c'était pas de rattacher l'Alsace à Charleville-Mézières ou à Épernay, mais ça aurait été de l'ancrer beaucoup plus avec Offenbourg, avec Fribourg et avec Karlsruhe. On a, au niveau universitaire, les universités du Rhin supérieur. J'ai assisté à certaines réunions.
j'étais frappé de voir qu'une fois qu'on avait salué en français et en allemand, les discussions de travail se faisaient très souvent en anglais. Alors, pour ce qui est de la CEA en tant qu'entité politique, je pense que l'un de ces chantiers, il est là, de faire en sorte que si elle veut vraiment s'appeler collectivité européenne d'Alsace, il faut appuyer autant sur le européen que sur le Alsace. Et ça passe par des activités professionnelles fluides de part et d'autre, hein, du Rhin. Ce qu'on disait tout à l'heure pour les apprentis, il me semble qu'il faut le développer. On ne peut pas dire l'anglais suffit, c'est la lingua franca, et puis on s'en tient là. À ce moment-là, il y aurait une espèce de surdimensionnement de la culture anglophone, et pas forcément d'ailleurs de la vraie culture anglophone, mais une espèce de pidgin amélioré. Alors je pense que l'Europe existe et doit exister par ses richesses, et que de la même manière qu'on s'attache à défendre l'allemand, il faut défendre le portugais et l'italien et l'espagnol et le roumain et le hongrois, et on voit avec la guerre en Ukraine que le russe ne suffit pas pour créer un sentiment d'attachement, et que le maintien de la langue ukrainienne est importante. Donc là, en Alsace, on est toujours sur cette notion de franco-allemand, de dialecte versus français. Mais finalement, si on y réfléchit, on n'est pas un exemple isolé. C'est une région qui est indulgente, qui est plus indulgente que les autres régions, parce que, ayant une connaissance de ce par quoi on est passé, ayant une connaissance des malgré nous, par exemple, je pense que c'est important, on ne peut plus être dans une espèce de manichéisme absolu. Et si on devait définir l'Alsace, ça serait ça. Il y a le vieux scepticisme et le côté un peu ironique qui a été mis en avant au Barabli, mais s'ajoute à ce terreau un peu critique cette notion de dire que on ne peut pas dire qu'il y a le vrai et le faux, il y a le blanc et le noir, il y a ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Et qu'il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Il faut voir ça de plus haut, pas uniquement d'un côté nombriliste, et oui, avoir de l'indulgence pour des parcours de vie qui sont ce qu'ils sont parce que l'histoire les a façonnés, et que ça amène à comprendre la complexité des itinéraires. L'Alsace, on dit toujours une école de tolérance. Bon, alors là aussi, je m'en méfie parce que ça peut vite être une tarte à la crème. Mais en même temps, moi, je suis très frappé de voir qu'au niveau des religions, en tout cas à l'échelle des dignitaires de l'ensemble des religions qui sont présentes en Alsace, et je ne parle pas uniquement du judéo-chrétien, évidemment j'intègre l'islam, ou plutôt les islams, hein, parce que on voit bien en Alsace que cette notion de communauté musulmane, c'est encore une fois une tromperie de langage, hein. Vous avez clairement les Turcs musulmans d'un côté et le Maghreb de l'autre. On le voit avec les histoires de mosquées. Donc parler de communauté musulmane, c'est à la limite un abus de langage. Mais je suis très frappé de voir qu'il y a régulièrement des rencontres entre les grands rabbins, les imams,
l'évêque et les évêques auxiliaires, le président de l'Église, des églises protestantes. Il y a des rencontres qui sont de bon niveau. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette notion de guerre de religion, au sens il faut que j'arrive à convertir le voisin, mais l'Alsace, là aussi, quand je parlais d'indulgence tout à l'heure, il y a cet appel à considérer le point de vue de l'autre et le point de vue du voisin. Et le voisin n'étant plus celui qui habite de l'autre côté du Rhin, mais celui qui vient d'ailleurs et qui devient, par la force des choses, par la force des mutations, des migrations géographiques, qui devient notre voisin ici et maintenant. Et ça, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, je suis très frappé de voir le côté haineux de certains discours qui peuvent être prononcés dans des banlieues. Pour moi, un des crève-cœurs, c'est qu'il faille protéger la synagogue de Strasbourg et filtrer l'entrée des visiteurs de la cathédrale. Enfin, c'est quand même une régression considérable par rapport à mon enfance. Là, on a quelque chose où il y a une dichotomie entre justement ce discours interreligieux au niveau des hiérarques des églises et puis le discours basique et anti-musulman, anti-juif qu'on peut entendre par ailleurs dans certaines conversations sur les marchés de Strasbourg ou des environs. Parlons aussi de la notion, enfin de l'appellation du Grand Est. Hein, je pense que c'était intéressant parce qu'il y a eu cette fameuse commission qui avait été instituée par Philippe Richer et Valérie Debord et qui voulait que le nouveau nom vienne de la base. Donc il y a eu des volontaires qui se sont constitués, qui ont tenu des réunions à Metz, à Châlons et à Strasbourg, et il y a eu énormément de discussions. Alors l'un des points de départ était intéressant, c'est de dire il ne faut pas arriver à des initiales. Hein. Et là, le repoussoir méthodologique, c'était PACA, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui devenait PACA. PACA, ça veut rien dire. Donc, dans ces réunions de commission, il y a eu cette notion de dire faisons émerger un nom, un vrai nom. Alors, il y a eu des dizaines de propositions, certaines complètement farfelues, d'autres qui ne tenaient pas la route. Et puis après, il y a eu ce fameux triptyque avec d'un côté l'Acali, hein, qui était en fait une substantivation des initiales, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, Acal est devenu Acali pour justement ne pas avoir des initiales. Mais bon, c'était pas follement enthousiasmant. Et il y avait un petit groupe de militants extrêmement déterminés qui voulaient absolument vendre la notion de nouvelle Austrasie. Là, l'Austrasie, c'était vraiment pour eux l'alpha et l'oméga de la nouvelle sémantique politique. Et alors, ils étaient très, très actifs et ils parlaient avec quasiment des larmes dans la voix de l'Austrasie et de la nouvelle Austrasie. Bon, on s'est dit que c'était quand même un peu bizarre aujourd'hui de valoriser des choses du côté des Goths et des Visigoths. Donc, bon, ça a été mis en avant, mais ça ne convainquait pas de manière forte.
Et puis, il y a eu le troisième nom qui était Rhin-Champagne, et qui était parti sur Rhône-Alpes, simplement, hein, c'est-à-dire deux entités géographiques d'un côté et de l'autre, enfin, l'ouest et l'est, et ça avait un mérite de la simplicité et aussi le mérite de la connaissance lointaine, c'est-à-dire que vous allez très loin de Sedan ou de Wissembourg. Les gens connaissent le Rhin et les gens connaissent la Champagne et pouvaient donc situer. Bon, et puis ça n'a pas plu à Philippe Richert, qui a remis en place la notion de Grand Est, qui avait été étudiée au départ, mais qui avait été écartée, et je pense qu'il avait été écartée, me semble-t-il, pour des bonnes raisons, parce que Grand Est, c'est une sémantique très nationale, très hexagonale. Moi, je suis allé en Chine et j'ai dit, voilà, sachez que vous avez devant vous un citoyen de la région Grand Est, et ça les a bien fait rire pendant plusieurs minutes, parce que le Grand Est à Shanghai, c'est certainement pas la réunion de l'Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne. Ça veut strictement rien dire que si vous voulez vendre le Grand Est en termes de pénétration des marchés à l'échelle du monde, de dire je viens du Grand Est, ça n'a pas de pertinence en Asie. Bon, donc, mais voilà, bon, ça, c'est finalement Grand Est qui a triomphé par diverses astuces de sondage et puis finalement de ratification par les élus. Mais là aussi, on voit bien que qui se dit grand-estien, quoi, hein, qu'est-ce que ça veut dire? On bascule, là, une fois de plus, sur la contradiction initiale de cette grande région. On peut se dire alsacien, on peut se dire lorrain, certainement, champenois aussi, ardennais aussi, mais champenois, alsaco-lorrain, à mon avis, ça restera une entité strictement administrative. Moi, j'ai toujours été frappé de voir que les défenseurs de la région Grand Est, c'était ceux qui, à titre professionnel ou politique, étaient des acteurs de la nouvelle région. Donc évidemment, ils défendaient leur nouvelle paroisse. Mais si vous demandez aux paroissiens, l'enthousiasme était beaucoup plus faible et l'est toujours.